Le groupe des héros vient de réussir à sceller le Seigneur Démon, mais bien que cela soit une victoire monumentale, tant qu'ils ne pourront pas le vaincre définitivement, le monde restera sous la menace d'une destruction. Tous se sentent coupables de ne pas avoir accompli leur mission, mais leur chef les rassure en affirmant qu'il y a encore de l'espoir. Il est certain qu'un jour, dans le futur, un nouveau héros apparaîtra pour poursuivre leur héritage et éliminer le Seigneur Démon une bonne fois pour toutes. Des années plus tard, l'équipe de rang A, Thunder Pike, est en plein raid dans un donjon public. Alors que les deux combattants de mêlée attaquent, les utilisateurs de magie commencent à lancer leurs sorts. Grâce au renforcement du soutien de l'équipe, Yuka, ils parviennent à vaincre une hydre en un temps record. Individuellement, les membres de Thunder Pike sont déjà très puissants, mais ensemble, ils sont presque imbattables, ce qui explique en partie leur popularité et le nombre de leurs admirateurs. Cependant, bien qu'ils semblent être une équipe parfaite en apparence, la réalité est tout autre. Ils ne s'entendent pas aussi bien qu'on pourrait le croire. En fait, après la fin de leur diffusion en direct, Yuka, le mage rouge, annonce à l'équipe qu'il quitte Thunder Pike avec effet immédiat. Le chef du groupe, Simon, lui demande pourquoi il veut partir. Yuka explique alors qu'il ne reçoit pas une part équitable de l'argent des récompenses. L'argent qu'il a gagné aujourd'hui est si peu qu'il risque de devoir contracter des prêts sur salaire, une situation qu'il ne souhaite absolument pas vivre. Simon tente de justifier la faible rémunération de Yuka en affirmant qu'il ne contribue pas suffisamment à l'équipe, et Barry ajoute que Yuka n'a jamais participé directement au combat. Tout ce qu'il fait, c'est épuiser la durabilité de leurs objets avec ses enchantements inutiles. Yuka n'en revient pas que Barry qualifie ses enchantements d'inutiles, mais Barry n'est pas le seul à penser cela. Le seul qui considère réellement Yuka comme utile est Jamie, mais uniquement parce qu'il est doué pour configurer leur diffusion en direct. Camilla lui dit que s'il veut être mieux payé, il doit être plus actif en tant que membre de l'équipe. Mais Yuka pense qu'elle n'a pas le droit de dire cela, étant donné qu'elle est essentiellement une soigneuse et que c'est lui qui la protège constamment pendant les combats. Le fait qu'il ne reconnaisse pas la valeur de son travail est précisément la raison pour laquelle il veut quitter le groupe. Mais Simon lui demande s'il est vraiment sûr de pouvoir se débrouiller seul s'il part. Simon lui rappelle que la seule raison pour laquelle Yuka est même classé au rang B, c'est parce qu'ils sont amis d'enfance et qu'il lui a fait une faveur en le laissant rejoindre Thunder Pike. Selon Simon, même s'ils quittent l'équipe, ils s'en sortiront très bien sans lui. Puisqu'il est clair qu'il ne pense pas que Yuka mérite d'être bien payé, il n'a aucune intention de rester. Yuka estime qu'il a gâché les 5 dernières années de sa vie à soutenir cette équipe. Il n'aurait jamais pu arriver aussi loin sans son aide, mais les autres continuent à penser qu'il ne sert à rien. Donc, ils ne ressentiront pas son absence. Maintenant que Yuka a officiellement quitté Thunder Pike, il se rend à la réception de la guilde pour demander s'il y a du travail disponible. La réceptionniste est surprise de voir un aventurier célèbre comme lui chercher une mission. Alors elle lui demande s'il s'est passé quelque chose avec Thunder Pike. Yuka lui explique qu'il a quitté l'équipe. La réceptionniste ne semble pas très étonnée, car ce genre de situation arrive souvent. Elle lui tend un formulaire à remplir pour pouvoir lui attribuer une nouvelle équipe. Une fois qu'il a rempli le formulaire, il le remet à la réceptionniste. Mais juste à ce moment-là, une jeune fille accourt vers lui et le prend dans ses bras. La jeune fille s'appelle Marina. Elle était l'une des élèves de Yuka il y a 6 mois, lorsqu'il enseignait des cours préliminaires pour aventuriers. Yuka est content de voir qu'elle va bien. Curieuse, Marina lui demande pourquoi il est là. Il lui explique qu'il cherche une nouvelle équipe, ayant récemment quitté Thunder Pike. Marina ne le laisse même pas finir sa phrase. Si Yuka cherche une nouvelle équipe, elle serait ravie que son cher professeur rejoigne la sienne. Yuka accepte sa proposition. Quelques minutes plus tard, il est assis avec Marina et le reste des membres de son équipe pour discuter de son intégration. Stoke adore l'idée que Yuka rejoigne leur équipe, mais elle est étonnée qu'un aventurier expérimenté comme lui veuille intégrer une équipe de rang D. Yuka est actuellement classé au rang B,
donc il pourrait probablement rejoindre une équipe beaucoup plus prestigieuse. Cependant, cela ne le dérange pas de faire partie d'une équipe de rang D. Et pour être honnête, il préfère même cette situation. Quand il était encore dans Thunder Pike ils acceptaient toujours des missions de haut niveau, ce qui obligeait Yuka à acheter une quantité énorme d'objets magiques pour se préparer, le laissant constamment endetté. C'est pourquoi il souhaite maintenant prendre les choses avec plus de légèreté et se concentrer sur des quêtes de bas niveau pendant un certain temps. Puisque Marina, Silk et Regen sont tous d'accord avec cette approche, Yuka rejoint officiellement leur équipe. Leur première mission ensemble consiste à collecter du minerai de fer magique dans le donjon de Pinto Mine ***. Cela fait longtemps que Yuka n'a pas ressenti autant d'excitation pour une mission, et cela lui rappelle de nombreux souvenirs de ses débuts en tant qu'aventurier. Yuka se souvient que ce donjon contient de nombreuses veines de minerai magique aux 6 étages. Silk confirme, mais précise qu'ils espéraient éviter de combattre le boss du 5 étage. Yuka leur propose alors de commencer par explorer le four et étage. En entrant dans le donjon, Marina prend les devants et utilise un bâton pour vérifier la présence de pièges. Yuka est très fière, car elle applique exactement ce qu'il lui a enseigné. Cependant, il lui demande de lui laisser la tête de l'expédition pour l'instant, car il a une méthode plus efficace. Marina ne comprend pas ce qu'il veut dire, étant donné que leur équipe n'a ni éclaireur ni voleur pour détecter les pièges. Mais Yuka, lui, possède un objet magique qui peut se révéler très utile dans cette situation. Il s'agit d'une lampe de détection qui, grâce à un type d'huile spéciale, éclaire les pièges et les rend visibles, comme le ferait un éclaireur. La lampe est effectivement très utile, mais Silk se demande si c'est une bonne idée que Yuka l'utilise, car l'huile spéciale semble très coûteuse. Yuka lui explique que, oui, elle est normalement chère, mais il l'a fabriquée lui-même grâce à son alchimie, ce qui ne lui a presque rien coûté. Le groupe continue de progresser dans le couloir tout en évitant soigneusement les pièges, jusqu'à ce que Yuka leur demande de s'arrêter. Il sent quelque chose d'anormal devant eux. Il avertit les autres qu'ils devraient se préparer à un combat. Ensemble, ils se précipitent et se retrouvent face à un groupe de Boggle. Silk décide de prendre l'initiative et tire le premier coup, abattant l'un des Boggle, tandis que Marina s'élance pour écraser les autres avec son marteau. Pendant qu'elle attaque, Yuka lance des enchantements physiques superposés sur elle pour améliorer ses capacités de combat. Tout en affaiblissant les Boggle avec un sort de débuff profitant de leur désorientation, Marina attaque, et d'un mouvement fluide, elle parvient à couper 2 Boggle en 2. Même elle est surprise par sa propre performance. Elle se retourne pour demander à Yuka si cette sensation qu'elle vient de vivre est due à sa magie. Yuka confirme qu'il a utilisé 3 types d'enchantements sur elle pour l'aider dans son combat. Rain n'en revient pas que Yuka ait pu lancer 3 enchantements en même temps, et sans incantation, en plus. Mais Yuka ne trouve pas cela si impressionnant et leur suggère simplement de continuer leur route. En avançant dans la mine, il demande aux filles comment elles gèrent leurs explorations habituelles de donjons. Marina, fièrement, explique qu'elles prennent toujours une pause après chaque étage et vérifient leur équipement, exactement comme il leur a appris à le faire. Étant donné cela, Yuka propose qu'ils se reposent un peu avant de continuer. Après leur pause, Marina et les autres vérifient tous leurs équipements pour s'assurer qu'il n'y a pas de dégâts. Tout semble en bon état, alors ils se préparent à poursuivre leur mission et descendent à l'étage suivant. Au 2e étage du donjon, le groupe est soudainement pris en embuscade par un groupe de mineurs morts-vivants. La seule façon de les éliminer est que Rain utilise la magie sacrée, ce qui nécessite que tout le monde la protège pendant qu'elle récite son incantation. Marina et Silk prévoient de prendre en charge la défense, mais Yuka leur dit qu'il s'en occupe. Il lance une bénédiction de lumière sur tout le groupe. Bien que ce sort ne puisse pas éliminer les mineurs morts-vivants, il les empêche de s'approcher davantage, constituant ainsi une excellente mesure défensive. Finalement, Rain termine son sort de lumière sacrée et l'utilise pour éradiquer les morts vivants. Une fois en sécurité,
Marina commence à féliciter Rain pour son excellent travail. Yuka la félicite également, soulignant qu'il y a peu de personnes capables d'utiliser la magie de lumière à une échelle aussi grande. Cependant, il remarque que cela a probablement consommé une grande partie de son mana. Alors, il lance un sort de recharge de mana pour l'aider à se rétablir. Tout le monde est stupéfait que Yuka puisse utiliser recharge de mana, car c'est une compétence extrêmement rare. Le sort de recharge de mana restaure complètement le mana de la personne sur laquelle il est lancé. Et le simple fait de posséder cette compétence rendrait Yuka extrêmement précieux pour n'importe quel groupe d'aventuriers. Cependant, Yuka pense que c'est un peu exagéré. Il explique qu'il a appris ce sort uniquement pour compenser le fait d'avoir un rôle peu commun, comme celui de mage rouge. Cela dit, apprendre cette compétence a été vraiment difficile pour lui. Le groupe continue ensuite son chemin, et en avançant, Yuka commence à verser un liquide sur le sol. Silk, intrigué, lui demande ce qu'il fait. Yuka lui explique qu'il verse de l'eau bénite sur leurs empreintes afin d'empêcher les monstres morts-vivants de les suivre. Inquiète, Silk lui demande si c'est vraiment une bonne idée de gaspiller de l'eau bénite, car elle coûte cher. Mais Yuka la rassure en lui disant que tout va bien, car, encore une fois, il l'a fabriquée lui-même. Le groupe est choqué d'apprendre que Yuka peut créer de l'eau bénite, même s'il n'est pas prêtre. Mais il a une méthode spéciale pour cela. En purifiant les cendres laissées par les morts vivants après leur défaite, Yuka peut les transformer en eau bénite. D'ailleurs, les cendres récupérées des mineurs morts vivants suffiront largement à compenser la quantité d'eau bénite qu'il utilise actuellement. Quand ils atteignent enfin le 3e étage, Yuka propose qu'ils fassent une autre pause, puisqu'ils vont commencer l'extraction de minerais à partir de cet étage. Comme ils n'ont pas mangé depuis un moment, Yuka sort des ustensiles de cuisine de son sac magique et annonce qu'il va leur préparer un repas. Les sacs magiques ne sont pas très rares, mais c'est la première fois que Rain en voit un en personne. Elle est donc très excitée et s'approche pour voir comment il fonctionne. Yuka met quelques saucisses et des œufs dans une poêle, et pendant que cela cuit, il sort un pot spécial. Les filles le regardent taper sur le côté du pot, qui se remplit instantanément. Yuka leur explique qu'il s'agit d'un artefact rare qu'il a trouvé dans les ruines d'un palais royal. Ce pot magique se remplit d'une soupe aléatoire à chaque utilisation, ce qui le rend très pratique à avoir lors de leurs aventures. Les filles sont extrêmement reconnaissantes envers Yuka, car c'est la première fois qu'elles mangent un repas aussi délicieux en plein milieu d'une mission dans un donjon. Cependant, Silk remarque quelque chose d'étrange. De la mana semble émaner des plats. Elle demande à Yuka ce qu'il en est. Mais il répond qu'il n'y a rien de spécial dans la nourriture, à part le fait qu'il l'a préparée avec beaucoup d'amour. Ses compétences en alchimie ont peut-être accidentellement enchanté les aliments, mais cela ne devrait poser aucun problème. Le groupe finit par atteindre le 4e étage du donjon, où ils se retrouvent face à un lézard de roche. Alors que le monstre se précipite sur eux, Yuka lance un sort de ralentissement, immobilisant presque complètement la créature. Marina, voyant une opportunité, se précipite pour attaquer. Habituellement, elle éviterait de prendre un tel risque, mais grâce aux enchantements de Yuka qui ont renforcé sa force et son endurance, elle décide d'utiliser son épée magique. Avec cette technique, elle parvient à trancher la tête du lézard de roche en un seul coup, un exploit qui la surprend elle-même. Après la bataille, Marina est totalement épuisée, car les 6 épées magiques utilisent une grande quantité de mana, mais Yuka l'encourage à l'utiliser autant que possible, car avec le temps, son corps s'habituera à l'effort. Pour l'aider à récupérer, il lance rafraîchissement de mana. Il y a beaucoup de minerais magiques ici, donc Yuka commence à miner avec les filles. Après un certain temps, elles réussissent à récolter une tonne de minerais magiques. Yuka leur demande si cela suffit pour remplir les conditions de leur quête, mais Silk répond qu'elles ont encore besoin d'un peu plus. Malheureusement, il n'y a plus de minerais magiques à cet étage, et leur seule option maintenant est de vaincre le boss du 5e étage, le crabe en acier broyeur de Nava,
et de descendre au 6e étage pour récolter les minerais restants. Les filles n'aiment pas l'idée, car elles ne sont pas sûres de pouvoir survivre à un monstre aussi redoutable. Cependant, Yuka leur dit de ne pas s'inquiéter, car il fera de son mieux pour gérer ce boss seul. Un peu plus tard, ils arrivent devant la salle du boss. Avant d'entrer, Yuka sort un artefact en forme de caméra. Shane reconnaît l'artefact et demande à Yuka s'il prévoit de diffuser en direct son combat. Mais Yuka avait en réalité l'intention de simplement enregistrer. Il enregistre toujours ses combats pour pouvoir étudier ses erreurs plus tard, si de toute façon il va enregistrer. Marina lui demande de le faire en direct, car elle pense que ce sera vraiment amusant. Yuka accepte volontiers de diffuser en direct son combat, mais pendant qu'il prépare la diffusion, il se rend compte qu'il ne connaît même pas le nom de leur groupe. Il leur pose la question et Silk lui répond qu'ils n'ont pas encore choisi de nom de groupe et qu'ils ne sont même pas officiellement enregistrés. Dans ce cas, Yuka leur demande s'ils ont des idées pour un nom d'équipe. Marina réfléchit un instant et propose le nom Clover, en particulier un trèfle à 4 feuilles pour représenter leurs 4 membres. Tout le monde aime le nom, et à partir de ce moment-là, leur groupe sera connu sous le nom de Clover. Juste à ce moment-là, Yuka réalise que ce sera le tout premier live stream du groupe, et il se sent mal d'être celui qui occupe toute l'attention. Alors, il demande aux autres s'ils veulent l'aider à combattre le boss, mais ils lui disent tous que c'est bien à lui de gérer cela seul. Yuka, ne comptant pas retenir ses pouvoirs, se lance dans le combat en lançant des sorts de Great Blink Shadow et de Protector Shield pour se renforcer avant de pénétrer dans la salle du boss. Dès qu'il entre, le Steel Crab s'éveille et tente immédiatement de l'attaquer. Grâce à ses buffs de vitesse, Yuka esquive l'attaque et se place hors de portée du crabe. Il commence alors à lancer une série de sorts de debuff pour affaiblir l'ennemi. Une fois que le crabe est suffisamment affaibli, Yuka utilise un sort de gravité pour l'écraser contre le sol. En à peine 1 minute, le Steel Crab est vaincu et Yuka est satisfait de sa performance. Il termine ensuite la diffusion en direct. Marina se précipite pour lui faire un câlin, le félicitant pour sa prestation incroyable, mais elle le serre un peu trop fort, ce qui fait que les autres lui demandent de le lâcher avant qu'il ne se retrouve en fauteuil roulant. Une fois qu'il s'assure que son dos va bien, Yuka leur propose de ramener le corps du crabe au guild pour vendre les parties. Il utilise son Magic Bag pour y stocker tout le crabe, un énorme avantage, car il n'aurait jamais pu le transporter autrement. Jusqu'ici, Yuka a été indispensable pour leur équipe, mais Silk trouve injuste qu'ils dépendent constamment de lui pour tout. Yuka leur propose donc qu'à la prochaine bataille contre un boss, tout le monde participe pour acquérir de l'expérience. Les filles sont enthousiastes à l'idée, mais avant cela, elles ouvrent le coffre au trésor qu'elles ont obtenu pour avoir vaincu le boss de l'étage. À l'intérieur, elles trouvent une tonne de minerais magiques, ce qui signifie qu'elles n'auront plus besoin de miner après tout. Après cela, Yuk et son groupe retournent en ville en carrosse. Il agit poliment et demande aux filles comment elles évaluent leurs nouveaux membres du groupe sur une échelle de 1 à 10. Toutes les filles sont vraiment impressionnées par ses compétences globales dans le donjon. Mais Yuk pense qu'elle se sentirait mal à l'aise de voir quelqu'un de plus âgé qu'elle devenir soudainement membre du groupe. Les filles lui répondent que ce n'est pas du tout le CA, et soudainement, Silk a une idée brillante. Elle dit à Yuk qu'il devrait devenir le leader du groupe parce qu'il est le plus expérimenté et le plus puissant d'entre eux. Yuk est déconcerté, car il ne pense pas qu'il soit juste qu'un nouveau venu devienne le leader. Mais les autres filles sont d'accord, disant que leur groupe a été officiellement formé lorsqu'elles ont décidé de l'appeler Clover, et cela fait de Yuk un membre fondateur. Lorsque les filles continuent de le pousser, Yuk finit par céder et accepte de devenir le leader du groupe pour pouvoir garder tout le monde en sécurité. D'autre part, son ancien groupe, Thunder Pike, a du mal dans le donjon. Ils ont trouvé un archer pour remplacer Yuk, mais il ne peut pas les soutenir comme Yuk le faisait. Ils luttent contre une meute de loups monstres, et même le nouveau venu leur lance des reproches, leur demandant pourquoi diable ils sont venus dans un donjon de haut niveau s'ils sont si faibles. Soudainement, la sorcière se fait mordre par un loup
Et bien que le leader du groupe parvienne à la libérer, la prêtresse n'a pas assez de mana pour la soigner. Le groupe décide de se retirer immédiatement. Et tandis que la sorcière gît en saignant, la prêtresse attend toujours que son mana se recharge. Ils n'ont pas de potion de mana, ni même de potion de soin, car cela faisait partie de la responsabilité de Yuke, et personne n'a pensé à en prendre après son départ. Le nouveau venu a une potion de soin, mais il ne la donne pas aussi facilement, car il s'attendait à ce qu'un groupe de rang A ait une meilleure gestion. Pendant ce temps, Yuke et son groupe célèbrent le succès de leur première mission. Alors qu'ils boivent, Yuke leur dit que la récompense de la quête n'était rien de spécial, mais qu'il a gagné beaucoup d'argent en vendant le cadavre du crabe en acier. Il demande aux filles comment elles divisent l'argent parmi elles, et Silk lui répond qu'elles mettent tout dans le fond du groupe et utilisent un système d'allocation pour acheter les choses nécessaires. Elle explique qu'elles économisent de l'argent pour acheter leur propre maison un jour, et Yuke aime l'idée. En même temps, son ancien groupe se trouve à la même auberge, et ils se plaignent et râlent de leur échec de la journée. Ils rejettent toute la faute sur le nouveau venu, disant qu'il aurait dû être mieux préparé pour les aider. L'archer s'énerve qu'il le traite comme un garçon de course et dit qu'il n'a jamais imaginé qu'un groupe de rang A serait composé de pleurnichards incapables de se débrouiller seuls. Il leur dit qu'ils quittent immédiatement leur groupe et Yuke se retourne juste à temps pour voir cela. Il ne veut pas accorder d'attention à son ancien groupe, alors il dit aux filles qu'après chaque quête réussie, elles prendront 2 jours pour se reposer et se remettre. Il ajoute qu'il va stocker les objets utiles pendant ce temps et qu'elles pourront partir pour une autre mission le 3e jour. Soudain, l'auberge commence à diffuser en direct la vidéo de Yuke battant le crabe en acier qui est devenue virale en l'espace de quelques heures. Tout le monde s'intéresse à Yuke et à son groupe parce qu'il a vaincu un monstre boss avec uniquement des sorts de debuff. Cependant, cela agace les membres de son ancien groupe qui pensent que Yuke joue les opportunistes pour améliorer son ratio de victoire-défaite. Il s'avère qu'ils ne sont pas les seuls à être jaloux de Yuke, car un noble gros et laid le maudit aussi de loin. Quoi qu'il en soit, 3 jours plus tard, Yuke se rend à la guilde pour choisir une quête suffisamment facile pour les filles, mais qui offre également une bonne récompense. La réceptionniste lui suggère une quête pour obtenir des pierres magiques près d'une cascade. Elle dit qu'il devrait s'agir d'une quête de rang D, mais que des monstres étranges rôdent récemment dans la région, ce qui a rendu la quête plus difficile. Alors que Yuke est en train de réfléchir à la situation, les filles arrivent en courant et accepte la quête sans même poser de questions. Ce n'est qu'après que la réceptionniste parte pour enregistrer la quête que Yuke a enfin l'occasion d'expliquer qu'elles pourraient être amenées à affronter un monstre pendant la quête. Les filles décident tout de même de prendre la quête pour gagner plus de points et d'argent. Yuke leur dit de se préparer et de le rejoindre dans 30 minutes. Puis, la réceptionniste revient avec le reçu de la quête. Elle lui dit de diffuser en direct ses combats pendant la quête, car il est devenu une petite célébrité après son dernier live stream. Il quitte la guilde avec le reçu et sent immédiatement quelqu'un le suivre. Il mène l'individu dans une ruelle sombre et il s'avère que c'est le noble laid et jaloux. Yuke lui demande s'il a des affaires avec lui, et le noble sort son épée, lui disant de quitter Clover immédiatement. Yuke utilise discrètement un sort de piège et demande au gros si c'est sérieux de dire au leader du groupe de partir. Le gros lui répond qu'il a trouvé les filles en premier et qu'il va rejoindre leur groupe pour devenir leur sugar daddy. Mais Yuke pense que c'est juste un junkie qui a trop consommé de champignons magiques aujourd'hui. Il refuse de quitter le groupe et s'éloigne. Lorsque le noble essaie de l'attaquer, il trébuche sur le sort de piège et se cogne la tête, perdant connaissance. Une fois que Yuke rejoint les filles pour partir en quête, elle lui explique que le gros en cellule était venu les voir il y a quelques jours et leur avait proposé de rejoindre leur groupe comme s'il leur rendait service. Cependant, ses compétences étaient moyennes et elles avaient décidé de l'ignorer puisqu'il ne prenait pas « non » pour une réponse. Yuke pense aussi que ce type doit être vraiment stupide s'il peut dégainer son épée aussi facilement dans les rues, et il décide de le signaler à la guilde une fois qu'ils seront de retour. Après cela,
Yuk aborde le sujet de leur quête et dit que bien que la quête soit vraiment simple, elle pourrait devoir affronter un monstre de type bête sauvage. Les filles lui répondent qu'elles étaient dans la région, il y a environ 2 mois, mais qu'elles n'avaient affronté aucun monstre à ce moment-là, et qu'il n'y avait même pas d'animaux ordinaires non plus. La deuxième partie inquiète Yuk, et il leur explique que la seule raison pour laquelle tous les animaux fuient la forêt, c'est à cause d'un monstre puissant. Il leur dit que ce monstre était également présent dans la forêt cette fois-là, mais qu'ils ont eu la chance de ne pas le rencontrer. Il ajoute que dès qu'ils atteindront la forêt, il commencera à tout enregistrer, et s'il rencontre le monstre, il diffusera en direct. Ce serait le meilleur scénario s'ils gagnent. Mais s'ils perdent et doivent fuir, il veut que la vidéo soit en direct afin que la guilde puisse les voir et envoyer de l'aide à temps. Ils atteignent bientôt la forêt et Yuk commence à enregistrer pendant qu'ils avancent. Il marche à l'arrière du groupe car les bêtes sauvages attaquent toujours un groupe par l'arrière et leur dit de ne pas s'inquiéter pour lui car il porte une armure spéciale de sorcier qui lui donne des statistiques de défense très élevées. Ils arrivent rapidement près de la cascade, mais Yuk sent quelque chose et passe immédiatement en mode diffusion en direct. À peine 1 seconde après, le monstre qui terrorise la forêt apparaît, et à l'horreur de Yuk, c'est un monstre de haut rang appelé Zarnag, qu'on trouve dans les niveaux les plus profonds des donjons de haut rang. Tout le monde panique en entendant cela, et Yuk se place devant les filles. Il leur dit qu'ils doivent fuir immédiatement, car ils mourront s'ils affrontent le Zarnag. Il décide de rester en arrière pour l'arrêter jusqu'à ce que les filles atteignent un endroit sûr et que la guilde envoie du renfort. Mais soudain, Marina tire son épée et dit à Yuk qu'elle ne le laissera pas derrière. Silk et Rain sont également d'accord avec elle, et elles commencent à utiliser leur capacité pour ralentir le monstre afin qu'elles puissent le tuer. Yuk n'a d'autre choix que de les laisser intervenir, alors ils commencent par enchanter leur capacité physique. Marina se précipite en avant pour stopper le monstre pendant que Rain incante son sort, mais elle est envoyée valser par une gifle du Zarnag. Yuk essaie de stunner le monstre avec de la magie de foudre, puis lui lance plusieurs malus. Mais malgré cela, il semble ne pas ralentir. Yuk se rend compte que c'est un monstre spécial et demande à Marina de lui acheter un peu de temps pour qu'il puisse préparer un sort très puissant. Marina commence à combattre le monstre, puis Silk appelle les dryades de la forêt à l'aide et enroule le monstre avec des vignes. Pendant que les 2 filles tentent de retarder le monstre du mieux qu'elles peuvent, Yuk termine son incantation pour son sort de niveau 5. Flèche prismatique. Il dit à Marina de se reculer avant de tirer le sort vers le monstre avec une puissance dévastatrice. Après que le missile prismatique a touché sa cible, il ne semble pas avoir fait beaucoup de dégâts au départ, mais peu de temps après, un monstre commence à cracher du sang, révélant qu'il a été gravement blessé. Rain lance alors un sort de tonnerre de niveau 5 pour électrocuter le monstre, et pendant qu'il est paralysé, Yuk ordonne à Marina de lui trancher la tête. Marina s'élance en avant, activant son épée magique tandis que Yuk l'améliore avec un sort d'attaque critique. En conséquence, elle parvient à décapiter le monstre d'un seul coup. Maintenant que c'est enfin terminé, Yuk tombe à genoux de soulagement, incapable de croire qu'ils ont réussi à vaincre le monstre sans qu'aucun d'eux ne perde la vie. De retour en ville, tous les spectateurs du flux sont tout aussi stupéfaits, en particulier par le sort utilisé par Yuk, car personne n'a jamais vu quelque chose de semblable auparavant. Mais il y a toujours ce spectateur critique dans la foule. Dans la forêt, Yuk se sent un peu étourdi à cause de toute la mana qu'il a dû utiliser pendant le combat. Mais dans l'ensemble, il est encore en bonne condition. Il est heureux que tout se soit bien terminé. Mais ce combat était beaucoup trop difficile pour un groupe de débutants comme eux. La seule raison pour laquelle ils ont réussi à s'en sortir vivants est qu'ils ont eu de la chance. Il dit aux filles qu'il va les réprimander plus tard à cause de leur comportement imprudent. Mais les filles pensent que Yuk a été tout aussi imprudent qu'elles. Après tout, il s'était précipité dans la bataille seul au départ, s'attendant totalement à se faire tuer, ce qui est un comportement inacceptable. Yuk ne peut pas nier qu'il était prêt à se sacrifier, alors il fait un compromis et dit qu'ils pourront tous discuter de leurs griefs plus tard.
Pour l'instant, ils devraient probablement se nettoyer, car ils sont tous couverts de sueur, et Marina est maculée de sang de Zarnak. Pendant que les filles se baignent dans la rivière, Hugh commence à monter le camp, et toute cette situation lui rappelle de bons souvenirs datant d'il y a 6 mois. À cette époque, Hugh était chargé de former l'équipe de Marina, et il était impressionné par la rapidité avec laquelle les filles s'adaptaient à la vie d'aventurière, même s'il y avait quelques points à améliorer. Marina était un peu maladroite, ce qui la rendait excessivement prudente, et Rain était très timide. Mais malgré tout cela, vu leur performance, si cela ne tenait qu'à Hugh, il leur aurait immédiatement accordé leur licence d'aventurière de rang D. Ce soir-là, les filles avaient monté leur tente, préparé du bois pour le feu et installé des alarmes en CAS d'attaque de monstres. Tandis que Hugh les regardait travailler, il ressentait une certaine fierté, car il savait qu'elles deviendraient de grandes aventurières à l'avenir. Mais il n'aurait jamais imaginé qu'ils finiraient par rejoindre leur équipe. Quelques jours plus tard, le groupe est de retour à la guilde, et il semble qu'ils aient été convoqués pour rencontrer le maître de la guilde, ce qui rend les filles un peu nerveuses. Les filles demandent à Hugh si cela signifie qu'elles ont des ennuis, mais il pense que cette convocation est probablement liée aux Zarnak qu'ils ont vaincus. Une mission comme celle-là aurait dû être classée de rang B, mais, pour une raison inconnue, elle a été marquée comme de rang D, ce qui justifie clairement une enquête. À ce moment-là, le maître de la guilde de Benwood entre dans la pièce et les filles, intimidées par sa présence, se mettent immédiatement au garde-à-vous. Il s'approche de Hugh et lui demande de s'expliquer, mais Hugh n'a rien fait de mal. Il répond donc à Benwood qu'il a déjà fourni toutes les informations pertinentes dans le rapport qu'il a rédigé pour la guilde. Benwood n'est pas satisfait d'un simple rapport objectif. Il exige une explication détaillée, mais avant d'entrer dans les détails, Hugh lui demande d'abandonner son attitude de dur à cuire, car cela effraie les filles. Marina tente d'empêcher Hugh de parler aussi familièrement au maître de la guilde, car c'est une personne très puissante. Mais il s'avère que Benwood respecte beaucoup Hugh. Il n'y a donc pas besoin de formalité entre eux. Benwood leur dit de s'asseoir. Il explique qu'il sait déjà ce qui s'est passé dans la forêt, mais il souhaite entendre l'avis de Hugh sur toute la situation. Hugh lui explique qu'il soupçonne que cela pourrait être le résultat d'un débordement, provoquant l'apparition d'un monstre bien plus puissant que d'habitude. Benwood est d'accord avec la conclusion de Hugh et demande immédiatement à sa secrétaire d'émettre une quête d'investigation d'urgence pour élucider cette affaire. Hugh et Benwood semblent bien comprendre la gravité des débordements, mais Marina, quant à elle, ne sait pas de quoi il s'agit. Elle demande donc à Hugh une explication. Hugh lui explique qu'un débordement est un phénomène qui se produit lorsqu'un catalyseur fait sortir des monstres du donjon. Normalement, les monstres qui vivent dans un donjon y sont liés par la mana qui circule dans le sol. Mais parfois, ces chaînes peuvent être rompues, permettant aux monstres de s'échapper du donjon et de semer la terreur dans les environs. Cela pourrait également être le signe avant-coureur d'une possible ruée de donjons dans un avenir proche. Les filles ont déjà entendu parler des ruées de donjons et du chaos qu'elles peuvent causer, ravageant les villes comme un incendie incontrôlable. Et si des monstres aussi puissants que ceux Zarnak apparaissent déjà, cela signifie qu'ils n'ont pas beaucoup de temps devant eux. Benwood a l'intention d'enquêter en profondeur pour assurer la sécurité de la population. Mais avant cela, il présente ses excuses les plus sincères aux filles pour les avoir mises dans un tel danger. Les filles lui disent qu'il n'a pas besoin de s'excuser, puisqu'elles s'en sont toutes sorties indemnes. Cependant, elles admettent que sans Hugh, elles n'auraient pas survécu. Cela dit, même si Hugh a assumé la plus grande part du travail, leur diffusion en direct a prouvé que les filles sont des combattantes compétentes. En récompense de leur performance face aux Zarnak, Benwood a l'intention de promouvoir tout le groupe au rang C. Cependant, cette promotion dépendra de l'aide de Hugh, puisqu'il est de rang A. Hugh, perplexe, affirme qu'il n'est que de rang BC, est alors que Benwood l'informe qu'il va également recevoir une promotion. Tous ceux qui ont regardé la diffusion en direct ont vu le sort de missile prismatique de haut niveau utilisé contre le Zarnak.
Il est donc évident que Yuk mérite une promotion. À partir d'aujourd'hui, il sera officiellement un aventurier de rang A. Ensuite, Yuk et les filles descendent pour boire un verre et se féliciter mutuellement de leur promotion. Alors qu'ils sont ensemble, Yuk sort le sac de pièces qu'il a reçu comme récompense pour leur quête et le tend à Silk pour qu'elle le compte. Silk ouvre le sac et est stupéfaite. Elle n'a jamais vu autant de pièces d'or au même endroit. Yuk explique que, bien que la quête ait été classée initialement de rang D, en raison de sa difficulté, elle a été requalifiée en quête de rang B. Par conséquent, la récompense est bien plus élevée que prévu. Silk déverse toutes les pièces sur la table pour commencer à les compter, mais elle remarque un morceau de papier au fond du sac. Ce papier porte le nom de Yuk, alors elle le lui tend. Yuk ouvre le papier, qui s'avère être une note de Benwood, s'excusant pour tout ce que Yuk a dû traverser. Il y a aussi une pièce de platine dans le sac, offerte comme un petit bonus pour Yuk. Les pièces de platine sont extrêmement précieuses, alors Yuk l'ajoute au fond du groupe. Une fois que Silk a terminé de tout compter, elle annonce qu'ils ont désormais assez d'argent pour acheter une maison. Marina, ravie d'entendre cela, saute de joie et renverse accidentellement les pièces. Silk est également contente qu'ils aient atteint leur objectif financier, mais elle se sent un peu coupable, car ils n'ont obtenu cette somme que grâce à Yuk. Bien que cela soit vrai, Yuk rassure Silk en lui disant qu'elle n'a pas à voir les choses de cette façon. Ils l'ont choisi comme chef de Clover, et il est naturel pour un chef de tout faire pour aider son groupe. Ainsi, même s'il a joué un rôle majeur dans l'obtention de cet argent, il appartient à tous. Le groupe continue de célébrer jusque tard dans la nuit. À un moment, Rain demande à Yuk s'il a un rêve qu'il aimerait accomplir. Pris au dépourvu par la question, Yuk demande à Rain s'il y a une raison particulière à sa curiosité. Rain explique qu'ils viennent d'atteindre leur objectif d'acheter une maison, grâce à assez d'efforts, et qu'elle souhaite maintenant savoir quel est son rêve pour l'aider à le réaliser. Encouragée par son intérêt, Yuk révèle que son rêve est de conquérir les étages les plus profonds du donjon de l'obscurité achromatique. En entendant cela, les filles recrachent immédiatement leur boisson, stupéfaites. Ce donjon est largement considéré comme le plus dangereux au monde. Il abrite même une porte de l'abîme, un artefact tristement célèbre pour être un portail direct vers les enfers. Yuk admet que c'est précisément la porte de l'abîme qui l'attire vers l'obscurité achromatique. Rain lui demande alors s'il a l'intention de traverser cette porte s'il parvient à l'atteindre. Yuk précise qu'il n'a aucune intention de franchir l'abîme. Il souhaite simplement voir de ses propres yeux ce qui se trouve aux confins du monde. Il poursuit en partageant que son oncle avait autrefois tenté le même exploit et s'était approché de la porte, mais avait finalement échoué. Enfant, Yuk avait entendu cette histoire tant de fois qu'elle l'avait inspiré à tenter sa chance, même s'il reconnaît que cet objectif pourrait toujours rester hors de portée. Marina trouve le rêve de Yuk inspirant et propose que l'équipe s'aventure dans l'obscurité achromatique pour l'aider à le réaliser. Cependant, Yuk explique que ce n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Ce donjon est extrêmement dangereux, nécessitant une autorisation gouvernementale pour y entrer, et seules les équipes de rang A peuvent obtenir ce genre de permission. Malgré les défis, Rain soutient l'idée et suggère que cela devienne le prochain grand objectif de l'équipe. Le groupe accepte, jurant de travailler dur pour réaliser le rêve de Yuk, tout en reconnaissant que ce ne sera pas un défi à relever dans un avenir proche. Pendant ce temps, les diffusions en direct de Clover gagnent de plus en plus d'attention, attirant un public croissant à chaque nouvelle vidéo. Lors de leur dernière diffusion, l'équipe affronte une main mort-vivante. Grâce à une coordination impeccable, ils en viennent à bout. Rain lance un sort de foudre, tandis que Yuk utilise un parchemin de roche. Une fois le combat terminé, ils concluent le stream avec des saluts joyeux à leur base de fans grandissante. Au sein de la guilde, ils sont accueillis par l'admiration de presque tout le monde, sauf par les membres de *Thunderpike*, qui jalousent la montée en popularité de Yuk. Barry minimise les succès de Yuk, attribuant ses exploits au fait qu'il fait partie d'une équipe remplie de novices. Simon, cependant,
a entendu des rumeurs selon lesquelles Yuke aurait récemment obtenu une promotion au rang A, ce qui pourrait indiquer que ses compétences sont bel et bien légitimes. Thunder Pike a toutefois des problèmes plus urgents à régler. Ils échouent régulièrement dans leur mission et Simon est convaincu que leurs échecs sont dus aux recrues qu'ils continuent d'embaucher de gens qu'il qualifie de « crétins inutiles ». Aucune des nouvelles recrues ne reste plus d'une journée avec eux, mais sûrement ce n'est pas à cause de leur équipe, n'est-ce pas? En parlant de leur équipe, Simone demande pourquoi Jamie n'est pas là, et Camilla lui explique que Jamie n'avait pas envie de sortir boire un verre. Simone se met en colère, car depuis cette mission où Jamie a été attaqué par un loup, elle ralentit constamment l'équipe. Quant à Jamie, elle s'est enfermée dans sa chambre et passe des heures à regarder en boucle les vidéos des diffusions en direct de Yuke. Les autres membres de Thunder Pike commencent à réaliser que Yuke était peut-être plus utile qu'ils ne le pensaient. Puisque la raison principale pour laquelle Yuke a quitté l'équipe était son faible salaire, ils envisagent de lui offrir une part légèrement plus importante. Et comme Jamie ne contribue pas beaucoup ces derniers temps, ils pensent pouvoir réduire son salaire à la place. Quelques heures plus tard, Yuke et les autres reviennent à la guilde pour signaler le succès de leur mission, mais à leur arrivée devant la porte principale, ils trouvent Simone qui les attend, visiblement là pour Yuke. En voyant Simone, Yuke ressent une montée de colère. Il demande alors aux filles de rentrer sans lui, puis s'adresse à Simone pour lui demander ce qu'il veut. Simone va droit au but et annonce qu'il accorde à Yuke l'honneur de réintégrer Thunder Pike ***. Yuke n'en revient pas des absurdités qui viennent de sortir de la bouche de Simone, mais ce dernier persiste et essaie de manipuler Yuke pour qu'il réfléchisse à sa proposition. Simone lui rappelle que son rêve de voir la porte des abysses ne peut se réaliser que s'il fait partie d'une équipe de rang A, comme Thunder Pike. De plus, Simone insiste sur le fait que depuis que Yuke a quitté Thunder Pike, ils ont du mal à accomplir des quêtes. Il affirme que c'est donc la responsabilité de Yuke de revenir et de réparer les choses. Yuke écoute calmement tout ce que Simone a à dire, mais il s'en fiche complètement. Leur amitié d'enfance ne signifie plus rien après tout le mépris et le manque de respect que Simone lui a montré. Yuke déclare fermement qu'il ne veut plus jamais avoir affaire à Simone ou à Thunder Pike ***. Sans perdre son calme, il tourne les talons et entre dans la guilde, laissant Simone ruminer les conséquences de ses actes. Pendant ce temps, Bezio, qui a observé toute la scène, esquisse un sourire sinistre, manifestement en train de fomenter un plan. À l'intérieur, Yuke retrouve les filles, qui veulent savoir ce que voulait l'homme à l'extérieur. Yuke leur explique qu'il s'agissait de Simone, le chef de son ancienne équipe. Dès qu'elle entend cela, Marina s'inquiète immédiatement et demande nerveusement si Yuke envisage de rejoindre Thunder Pike. Avec un sourire rassurant, Yuke secoue la tête et répond « Absolument pas. Rien au monde ne pourrait me forcer à retourner dans ce chaos. » Rassurées par sa réponse, les filles changent de sujet. Elles se dirigent toutes ensemble vers le comptoir de réception pour signaler le succès de leur mission. Une fois cela fait, elles décident de se détendre et de célébrer avec des boissons. Entre rires et discussions animées, le groupe profite de leur soirée, plus soudé que jamais. Yuke, en les regardant, se sent encore plus convaincu que quitter Thunder Pike * était la meilleure décision qu'il ait jamais prise. Le lendemain, Yuke convoque une réunion pour informer les filles d'une quête qu'ils ont reçue. Marina est déjà prête à partir, mais Yuke lui demande de s'asseoir d'abord et d'écouter au moins de quoi il s'agit. Il leur annonce que leur équipe a été spécifiquement demandée par Earthies. Les filles sont surprises, car Earthy est l'atelier le plus renommé du pays. En fait, l'arc de Silk a été fabriqué chez Earthies, donc c'est un honneur d'être personnellement sollicité par eux. Cependant, elles se demandent encore pourquoi Earthies choisirait Clover parmi toutes les équipes. Yuke explique qu'Earthies lance une nouvelle gamme d'équipements pour femmes, à la fois élégants et sécurisés. Ils veulent donc que Marina, Silk et Rain explorent un donjon en portant CS nouvelles tenues afin de promouvoir la marque. Marina n'arrive pas à croire qu'elles vont réellement devenir les égéries d'une marque aussi prestigieuse qu'Earthies,
Mais Silk et Rain sont déjà en train d'arranger leurs cheveux pour la mission. C'est une excellente affaire, car elles sont payées pour conquérir un donjon et pourront garder leurs armures après. Alors elles disent à Yuke qu'elles acceptent l'offre et rejoignent plus tard le groupe pour l'Iron Dungeon. Le jour de la quête arrive enfin. Yuke retrouve les filles à l'extérieur du donjon et elles ont déjà revêtu leur nouvelle tenue Earthies. Yuke leur dit qu'elles sont toutes vraiment mignonnes et qu'en plus d'être esthétiques, les équipements sont très fonctionnels, donc il pense qu'ils leur conviennent parfaitement. Mais pour une raison inconnue, Rain semble fâché contre lui, et il ne sait pas pourquoi. Le groupe entre dans le donjon, et en chemin, Yuke explique que ce donjon est relativement ancien et ne comporte que 4 étages. Cependant, tout en bas, il y a une entrée menant à un donjon distinct, et c'est celui-là qu'ils doivent explorer. Pour atteindre l'entrée principale du deuxième donjon, Yuke leur dit qu'ils vont devoir emprunter les escaliers. Mais ces escaliers sont très longs. Alors Marina demande s'ils ne pourraient pas simplement descendre au milieu avec une corde pour gagner du temps. Yuke lui répond que, normalement, elle aurait raison et que certaines personnes ont déjà essayé de le faire par le passé. Cependant, ce donjon possède un champ de distorsion empêchant d'aller ailleurs que sur les chemins prévus. Il leur conseille donc de faire attention à ne pas se retrouver piégés dans ce champ. Mais il remarque alors que Rain semble toujours contrariée. Alors il lui demande s'il a fait quelque chose de mal. Rain ne répond rien, mais les autres savent pourquoi elle est contrariée et disent à Yuke de regarder de plus près la tenue de Rain. Yuke l'observe attentivement, cherchant ce qu'il aurait pu manquer, et c'est à ce moment-là qu'il remarque qu'elle a changé la couleur de son ruban aujourd'hui, le passant du rouge au bleu. Rain était vexée qu'il ne l'ait pas complimentée à ce sujet. Alors Yuke lui dit que cela lui va bien, et elle se sent aussitôt beaucoup mieux. Ils descendent ensuite au deuxième étage, et, grâce à sa lanterne, Yuke repère un piège devant eux. Il demande donc aux filles de reculer pendant qu'il s'en occupe. Il sort un long bâton et frappe le piège avec, déclenchant ainsi plusieurs dizaines de lances surgissant du sol, des murs et du plafond. Cela aurait été une mort particulièrement désagréable, mais maintenant qu'il l'a déjà activé, il devrait pouvoir avancer en toute sécurité. Ils vont devoir se faufiler entre toutes ces lances. Alors qu'ils marchent, Yuke demande si quelqu'un a des difficultés. Heureusement, grâce à leur nouvelle armure bien ajustée, les filles n'ont aucun mal à passer entre les lances. Une fois qu'ils ont avancé un peu plus loin dans le couloir, Yuke ressent une présence devant eux et prévient les filles de se préparer au combat. Le groupe se retrouve face à face avec un groupe d'orques, et dès que Silk les voit, des années de haine ancestrale refont surface dans son esprit. Yuke sait que les orques sont les ennemis naturels des elfes, mais il demande à Silk de rester calme afin qu'elle ne commette pas d'erreur. Yuke prévoit d'abord de les frapper avec une puissante magie, puis Marina attaquera avec son épée, tandis que Silk fournira un soutien depuis l'arrière. Maintenant que tout le monde connaît le plan, Yuke lance ses sorts d'enchantement, et Rain commence à incanter un sort de boule de feu. Une fois son sort achevé, elle le projette sur les orques, les enflammant, puis Yuke enchaîne avec un jet de pierre. Alors que les orques tentent d'esquiver ces rochers, Silk en abat un d'une flèche dans le cou, tandis qu'un autre est écrasé. Il n'en reste donc plus que 2. Marina fonce sur eux, et alors que les 2 derniers orques chargent à leur tour, Yuke les frappe avec un sort de paralysie et de ralentissement, permettant à Marina d'en trancher un en 2 d'un seul coup, tandis que l'autre reçoit une flèche dans le cou tirée par Silk. Marina achève ensuite ce dernier en lui fendant la tête en 2. Maintenant que le combat est enfin terminé, Yuke s'approche des cadavres des orques pour récupérer les pierres magiques et demande à Silk si elle s'est calmée. Silk s'excuse pour son emportement, mais elle ne peut s'empêcher d'être envahie par la rage chaque fois qu'elle voit un orque. Yuke comprend qu'elle ne peut pas contrôler sa réaction face aux orques, car cela fait simplement partie de sa nature d'elfe. À ce moment-là, Marina s'approche de Yuke et lui dit qu'elle vient de trouver quelque chose d'étrange sur l'un des corps des orques. Elle lui tend l'objet, et après l'avoir examiné, Yuke réalise qu'il s'agit d'un mémorandum du * parchemin de la Révélation. C'est un artefact capable de révéler des capacités cachées chez ceux qui l'utilisent. C'est plutôt étrange qu'un orque de Baran possède un objet pareil, mais dans son état actuel, il n'a pas beaucoup de valeur,
car il est très endommagé. Cependant, ce serait du gâchis de le revendre tel quel. Alors Yuk annonce qu'il va le réparer et le laisser à l'une des filles. Silka demande ce qui se passe si l'une d'elles utilise le parchemin. Alors Yuk explique qu'il révélera un talent caché. Par exemple, cela pourrait lui accorder un second métier ou peut-être une nouvelle compétence. Si c'est bien ce que fait le parchemin de la révélation, alors Rain et Silka suggèrent que Marina l'utilise une fois réparée, puisqu'elle n'a qu'un seul métier pour le moment. Marina hésite un peu à accepter, car les mages épéistes sont rares et elle n'est pas sûre d'avoir le potentiel pour en devenir un. Cependant, Yuk pense que ça vaut la peine d'essayer de toute façon, car même si elle n'obtient pas un second métier, elle pourrait découvrir une capacité cachée. À ce moment-là, un coffre apparaît en guise de récompense pour avoir vaincu les orques. Après l'avoir ouvert, ils continuent leur chemin jusqu'à la salle de repos entre les étages. La récompense obtenue dans le coffre est un sac magique, ce qui met Rain aux anges, car tout le monde lui a dit qu'elle pouvait le garder, principalement parce que ces sacs sont plus utiles aux membres jouant un rôle de soutien. S'ils parviennent à en trouver un autre à un moment donné, Yuk pense que ce serait mieux que Silka l'ait, car cela lui permettrait de stocker plus de flèches. Une fois leur pause terminée, ils se lèvent tous. Mais avant de continuer, Yuk veut faire le point sur les pertes et les gains de l'équipe. Yuk a utilisé l'un de ses parchemins, mais ses niveaux de mana sont encore corrects et Marina se sent parfaitement bien. Silka a utilisé 5 flèches lors du combat contre les orques, mais il lui en reste encore 20. Quant à Rain, elle est prête à continuer. Puisque tout le monde est encore en bonne condition, ils descendent au 3e étage et Yuk avertit tout le monde de rester en alerte. Même si cet étage n'a pas de boss, ils doivent être prêts en CAS d'attaque. Autrefois, il y avait une porte menant au donjon principal, la cité abandonnée. Mais il y a environ 10 ans, elle a simplement disparu. Et maintenant, tout le monde peut y entrer librement. On raconte que par le passé, la porte était gardée par plusieurs traqueurs de l'ombre. D'après ce que sait Yuk, ces créatures sont censées ressembler à des mannequins noirs solides aux yeux brillants. Cependant, cela fait des années que personne n'en a vu, donc il est impossible qu'ils en croisent un ici. Cependant, il y a bel et bien un mannequin noir aux yeux brillants qui les fixe d'un regard menaçant depuis le 3e étage. Marina demande alors s'ils doivent s'inquiéter à ce sujet. Cette chose est sans aucun doute un traqueur de l'ombre, et Yuk trouve incroyable qu'ils en voient réellement un ici. Il s'assure donc que l'enregistreur capture bien la scène. Le traqueur de l'ombre a beau être inquiétant, ils n'ont pas à s'inquiéter pour le moment, car il est sur le 3e étage, et il est impossible qu'il puisse traverser le champ de distorsion. Cependant, le traqueur de l'ombre saute soudainement et traverse le champ de distorsion comme si de rien n'était. Il risque d'avoir de sérieux problèmes. Yuk dit à tout le monde de se préparer au combat et sort un parchemin d'enchantement multiple pour renforcer les filles autant que possible. Mais même avec toutes ces améliorations, lorsque le traqueur de l'ombre lance sa première attaque, il met Marina hors de combat en un seul coup. Rain se précipite auprès de Marina pour la soigner, tandis que Silka assure la couverture. Mais Yuk n'en revient toujours pas que l'ombre ait pu briser si facilement sa barrière d'enchantement multiple. L'ombre prépare une autre attaque. Alors Yuk se jette en avant et incante une barrière de protection sur lui-même. Mais l'attaque de l'ombre la pulvérise sans difficulté. Yuk en conclut donc que les attaques de cette créature doivent être spécialement conçues pour détruire les barrières. Il change alors de stratégie et lance Ombre Fugace sur lui-même afin d'éviter d'être touché et de pouvoir se faufiler derrière l'ombre pour l'abattre. Cependant, avant qu'il ne puisse frapper, l'ombre se retourne et lui lance une malédiction de magie noire qui le laisse complètement paralysé. Il est peut-être réellement impossible de la vaincre. L'ombre incante alors une autre malédiction. Mais Rain parvient à la bloquer avec un bouclier sacré, tandis que Silka contre-attaque avec ses lianes de dryade. Pendant que l'ombre est occupée, Rain tente de soigner Yuk comme elle l'a fait pour Marina, mais horrifiée, elle découvre que Yuk ne respire plus. Au même moment, l'ombre lacère Silk dans le dos, et Marina parvient à la repousser, mais elle est beaucoup trop rapide pour qu'elle puisse la toucher. Rain décide alors d'utiliser un sort à large portée pour l'éliminer. Elle lance pluie de stalactites et la vise directement.
Mais l'ombre disparaît et lacère Marina et Rain dans le dos. Désormais, toutes les filles sont grièvement blessées, mais l'ombre n'en a pas fini, car elle incante alors des douzaines de canons d'éclipse et les projette droit sur elles. Cela aurait dû être leur fin, mais à la dernière seconde, Yuke réapparaît et déploie un bouclier de lumière pour les protéger. Il recouvre le sol de 1000 pièges d'entrave pour empêcher l'ombre de s'échapper, puis il commence à enchaîner tous les effets de malus possibles pour l'affaiblir, tout en lançant des sorts de renforcement sur les filles pour les soigner. Maintenant que les filles sont de nouveau en état de combattre, Silka piège l'ombre dans ses lianes de dryade, donnant à Rain le temps nécessaire pour incanter son sort d'extermination des morts vivants et effacer définitivement l'ombre. La bataille est enfin terminée, et Marina est tellement soulagée que Yuke soit encore en vie qu'elle lui fait un gros câlin. Mais Yuke lui dit que son étreinte est en train de le rapprocher dangereusement de la mort une fois de plus. Une fois que Marina le relâche, Yuke la remercie, car si elle n'avait pas repéré le tracker de l'ombre au moment où elle l'a fait, il aurait pu les attaquer par surprise, ce qui aurait été une condamnation à mort assurée pour eux. Il demande ensuite à Rain ce qu'elle pense de l'ombre. Rain répond que c'était une créature mort-vivante, mais que son mana était en désordre, comme si son existence même n'aurait pas dû être possible. De plus, elle n'aurait jamais dû pouvoir traverser le champ de distorsion, donc il est fort probable qu'elle soit le résultat d'un dépassement de donjon. Silk demande alors à Yok ce qu'il devrait se faire, et puisqu'ils sont déjà à l'étage inférieur, il suggère qu'ils terminent au moins leur quête avant de remonter. Dans ce cas, Marina demande s'il devrait informer tout le monde de la présence du tracker de l'ombre via un flux en direct. Mais Yuke préfère éviter, puisqu'il porte la ligne d'équipement inédite d'Earthies, et il ne veut pas la dévoiler au public sans l'autorisation du client. Yuke propose donc de finir la quête rapidement pour pouvoir quitter cet endroit, et ils continuent leur progression en s'engageant dans le couloir. Là, ils trouvent la porte menant à la cité abandonnée, et selon les légendes, des gens y vivaient autrefois. Cependant, leur quête exige seulement qu'ils atteignent la porte, pas qu'ils entrent. Une fois qu'ils la touchent, ils font donc demi-tour et remontent à la surface. De retour en ville, Yuke fait son rapport à la guilde, et une fois qu'il a terminé, il retrouve les filles qui l'attendent dehors. Silk lui demande comment ça s'est passé, et Yuke lui répond qu'il a soumis les enregistrements et informé la guilde du tracker de l'ombre. La guilde voudra probablement les interroger à ce sujet plus tard. Alors Yuke leur suggère de prendre 2 jours de repos et de rester à Qualto. Marina trouve l'idée très tentante et demande alors à Yuke s'il aimerait sortir en rendez-vous avec elles toutes. Silk ne connaît pas bien la ville et espérait que Yuke lui fasse visiter, tandis que Rain veut découvrir tous les artefacts que cette cité a à offrir. De l'autre côté, l'ancien groupe de Yuke, Thunder Pike, traverse une période difficile depuis son départ. Ils se plaignent de manger de la nourriture sèche, alors que lorsque Yuke était avec eux, ils pouvaient manger quelque chose de nouveau à chaque fois grâce à sa marmite magique. Ils ne coopèrent pas vraiment les uns avec les autres et laissent les choses importantes aux guérisseurs et aux magiciens. De plus, la magicienne est traitée comme une fille de course et tout le monde lui dit d'apprendre des compétences utiles parce qu'elle est trop faible et ne peut pas contribuer au combat. Quoi qu'il en soit, elle active le live stream avant que leur groupe ne se dirige vers le donjon. Mais quelques heures plus tard, ils reviennent à la guilde après avoir échoué à la mission. La réceptionniste sourit en leur disant qu'ils ont beaucoup échoué ces derniers temps et que si cela continue, ils risquent d'être rétrogradés. Cela rend Simon furieux, mais la réceptionniste reste sur ses positions et lui dit d'accepter des missions plus faciles pour sauver le nom de son groupe. Après cela, ils commencent à boire et à manger, et la magicienne Janie s'assoit à une table séparée. Le grand guerrier est furieux que la réceptionniste ait parlé de les rétrograder, mais Simon dit qu'elle avait raison parce qu'ils ne peuvent pas faire des quêtes de haut niveau à E4. Le soigneur lui dit de trouver un autre membre du groupe dans ce cas, car c'est son travail en tant que chef. Tous les 3 arrivent rapidement à la conclusion qu'il faut à tout prix que Yuke revienne dans leur équipe, mais ils ne savent pas ce qu'ils peuvent faire pour qu'il revienne. Simon, qui est l'ami d'enfance de Yuke, sait qu'il ne reviendra pas si facilement, et s'ils veulent attirer son attention, ils ont besoin de quelque chose qui le convaincra. Il dit que s'ils veulent intéresser Yuke,
Ils devront défier le donjon des ténèbres infinies, car c'est son objectif depuis le début. Ils pensent que s'ils font une quête commune avec d'autres parties, ils pourront attirer Yuke. Simon dit qu'ils doivent faire semblant d'être sérieux, car Yuke ne pourra pas réfléchir correctement en entendant leur offre de se joindre à eux. Le guerrier et le guérisseur sont d'accord avec lui, mais la magicienne Jamie est vraiment déçue de voir à quel point son parti est tombé bas. De leur côté, Yuke et SS Fille sont de retour en ville après avoir mené à bien leur quête. Alors qu'ils se promènent sur le marché, tout le monde reconnaît les filles parce qu'elles sont apparues dans la vidéo publicitaire de la célèbre marque d'armure Earthies. Mais certains hommes sont également jaloux d'elles. Quoi qu'il en soit, ils sont en mission pour trouver une maison à louer pour leur fête. Leur courtier les emmène d'abord dans une maison en banlieue, mais Yuke la refuse parce qu'elle ne semble pas très sûre pour les femmes. L'agent les emmène ensuite dans une autre maison, et tout le monde pense qu'elle est meilleure que la précédente. Yuke demande à l'agent de la mettre en attente pour eux et il dit qu'il a une dernière option à leur montrer. Il les emmène à la dernière maison. Mais Yuke devient nerveux à mesure qu'il s'en approche, car la base de Thunder Pike se trouve également dans cette région. En entendant cela, toutes les filles décident qu'elles n'ont même pas besoin de voir la troisième propriété parce qu'elles ne veulent pas d'une bande de trous du cul comme voisins. Elles achètent donc la deuxième maison et y installent rapidement leurs affaires. Yuke demande aux filles si elles ont choisi leur chambre parce qu'elles doivent rapidement trier leurs affaires, et elles répondent qu'elles y réfléchissent. Silk demande à Yuke quelle chambre il veut, et il est confus parce qu'il n'avait pas l'intention de rester avec elle. Il essaie de leur dire que ce n'est pas une bonne idée parce qu'il est un homme après tout, mais les filles se moquent de cet incel qui se sent mal à l'aise à la simple idée de partager une maison avec 3 filles. Marina lui dit qu'il s'agit de la base de leur parti et qu'ils devraient tous rester ensemble et que personne ne s'opposera à ceux qui les surprennent accidentellement pendant qu'ils prennent des douches ou qu'ils sont coincés dans la machine à laver. Yuke leur dit qu'il n'a aucune envie de voir leur toterie et leur demande de garder leur porte verrouillée en permanence, car ils ne doivent faire confiance à aucun homme, pas même à lui. Ils s'installent dans leur nouvelle maison, et Yuke achète même un téléviseur OLED de 64 pouces pour qu'ils puissent regarder leurs vidéos enregistrées en 4K. Les filles le remercient pour le cadeau et portent un toast pour célébrer l'achat de leur propre base. Alors qu'ils commencent à boire, le regard de Ryan se fixe sur la télévision, et lorsque Yuke regarde l'écran, il voit son ancien groupe déclarer qu'ils vont s'attaquer au donjon Infinite Darkness. D'autres groupes de haut niveau vont les accompagner dans leur quête du donjon, et même le royaume leur a donné l'autorisation d'y entrer. Yuke est stupéfait d'entendre cela, et ses filles essaient de le réconforter. Il leur dit qu'il n'a pas de faux mots parce que le donjon sera là même après cette mission. Il dit qu'il veut explorer le fond du donjon et atteindre la porte du gouffre, mais que maintenant, il veut le faire avec ses filles. Il leur dit qu'elles n'ont pas à s'inquiéter, car elles atteindront le donjon un jour et qu'elles diffuseront alors leur plus grande aventure en live stream. Alors qu'ils recommencent à manger et à boire, une lettre se glisse par la porte et Yuke constate qu'elle provient de la guilde. Il s'y rend immédiatement et le réceptionniste lui remet une lettre d'invitation de Thunder Pike qui souhaite qu'il se joigne à leur groupe pour l'exploration du donjon Infinite Darkness. Ils promettent de faire de lui un membre permanent après la quête, mais Yuke ne veut rien savoir d'eux et il demande à la réceptionniste de rejeter l'invitation en son nom. Après cela, Yuke et Rain vont faire des courses, mais Simon les trouve sur place. Il est furieux que Yuke ait refusé l'invitation à se joindre à eux et lui demande s'il a oublié son rêve d'explorer le donjon. Yuke reste calme et lui dit qu'il est fier que son ancien groupe aille explorer le donjon le plus difficile et lui souhaite bonne chance. Simon perd son sang-froid et dit que leur plan nécessite qu'il fasse partie du groupe, mais Yuke refuse à nouveau. Simon tente de l'intimider en criant, mais Yuke lui dit d'utiliser son cerveau pour une fois. Il lui rappelle qu'envoyer une demande à quelqu'un qui est déjà dans la fête est considéré comme une mauvaise manière et qu'il est libre de refuser n'importe quelle demande. Le trou du cul de chevalier reproche à Yuke tout ce que leur groupe a subi après son départ.
Mais c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Yuke n'en peut plus et lui dit que quitter la fête est la meilleure décision qu'il ait jamais prise. Il commence à crier sur Simon, lui rappelant qu'il s'est déchargé sur lui de toutes les tâches qui n'impliquaient pas de se battre. Il dit que le parti a eu la vie facile parce qu'il faisait tout le travail important, mais qu'ils n'ont jamais valorisé sa contribution. Simon est surpris par la rage de Yuke, mais Rain lui tient la main, ce qui le calme. Simon tente de convaincre Yuke de revenir, promettant que les choses seront différentes cette fois-ci. Mais Yuke répond qu'il est trop tard. Il dit qu'il va rester avec son parti Clover et que ceux qui arrivent à Thunder Pike ne le concernent pas. Yuke s'éloigne en tenant la main de Rain et Simon le maudit, disant qu'ils y arriveront même sans lui. 2 semaines plus tard, Yuke est convoqué par le maître de la guilde qui lui parle des anomalies constatées dans les donjons de toute la région et qui indique clairement une ruée. Le maître de guilde affirme que même les érudits royaux pensent la même chose et que c'est pour cette raison qu'ils ont donné l'autorisation d'enquêter sur le donjon de l'Infinite Darkness. Yuke se rend compte que la situation est bien plus grave qu'il ne le pensait et le maître de la guilde annonce alors qu'il a une quête pour son groupe. Il veut qu'ils enquêtent sur le donjon Infinite Darkness et Yuke rejette immédiatement l'idée parce qu'elle est trop dangereuse. Il dit que Thunder Pike et d'autres groupes d'Arank sont assez forts pour accomplir la quête seuls, mais le maître de guilde l'informe que 2 des groupes, dont Thunder Pike, se sont désistés. Il donne ensuite à Yuke un rapport sur le seul journal enregistré du donjon des Ténèbres Infinies, lui rappelant son rêve d'atteindre le fond du donjon. Le maître de guilde lui dit qu'ils ont besoin de quelqu'un d'aussi compétent et débrouillard que lui pour prendre en charge cette enquête. Le vieil homme donne ensuite à Yuke un parchemin de sortie, un objet très rare qui permet de se téléporter hors du donjon. Yuke lui demande pourquoi il insiste tant pour qu'il accepte la mission. Et il lui répond qu'il est la seule personne dont il peut croire les informations. À ce moment-là, la réceptionniste arrive et remet à Yuke la lettre de quête officielle du roi. Il se rend compte qu'il sera difficile de refuser la mission maintenant et dit au maître de guilde qu'il consultera les membres de son groupe avant de donner une réponse définitive. Une fois rentré chez lui, il explique tout aux filles et leur dit qu'elles devraient refuser la demande parce qu'elle est trop dangereuse et qu'elles n'y sont pas préparées. Les filles, cependant, pensent qu'elles ont l'équipement le plus récent et qu'avec un peu de chance, elles peuvent réussir à enquêter sur le donjon. Yuke n'est toujours pas convaincu car il a peur de les perdre, et Rain le prend dans ses bras, lui demandant de leur faire davantage confiance. Les autres filles lui disent également de ne plus hésiter et de poursuivre ses rêves librement, car elles veulent s'élever avec lui dans le monde des aventuriers. Leurs paroles donnent confiance à Yuke, qui se rend au bureau du maître de la guilde avec les filles et accepte la quête. Il dit qu'ils auront peut-être besoin d'un autre membre du groupe pour jouer le rôle d'éclaireur, et le maître de la guilde répond qu'il s'est déjà préparé à cela. À son signal, la réceptionniste arrive avec une féline nerveuse, qui se présente sous le nom de Nine. Elle dit qu'elle est spécialisée en tant que ninja et qu'elle veut se joindre à leur groupe pour cette mission. Comme l'équipe est prête, Ben Wood et Mamar la conduisent au sous-sol de la guilde où se trouve l'entrée du donjon achromatique. Silk est surprise car elle ne s'attendait pas à ce que l'entrée du donjon se trouve juste en dessous de la guilde. Mamar explique que la guilde des aventuriers a été construite au-dessus du donjon achromatique afin de protéger son entrée. Mais avant que Yuke et les autres ne se rendent à l'intérieur, Ben Wood veut l'informer de quelque chose. L'autre groupe de rang A qui devait participer à l'enquête s'est désisté à la dernière minute, si bien que Thunder Pike est le seul à se trouver à l'intérieur pour l'instant. Il connaît les sentiments de Yuke à l'égard de Thunder Pike, alors il a pensé qu'il devait l'avertir, car il pourrait tomber sur eux. En parlant de Thunder Pike, la guilde enquête actuellement sur eux pour fraude, car il y a des allégations selon lesquelles Simong dilapide les fonds destinés à la mission. Quoi qu'il en soit, il demande simplement à Yuke d'essayer de rester amical s'il tombe sur Thunder Pike, car il ne faut pas que les aventuriers se battent entre eux dans le donjon. Sur CE, la porte du donjon est ouverte et le groupe se prépare à commencer son enquête. Mais avant qu'il n'entre,
Ben Wood leur rappelle que leur travail consiste simplement à regarder autour d'eux et qu'ils n'ont pas besoin de faire des pieds et des mains pour vaincre les monstres ou nettoyer le donjon. Hugh et les autres disent qu'ils comprennent et ils commencent leur live stream en s'adressant à tous les téléspectateurs. Hugh salue tout le monde et leur annonce qu'aujourd'hui, Clover se rendra pour la première fois dans le donjon achromatique et qu'ils en diffuseront chaque seconde. Comme Nain est l'éclaireur, Hugh lui donne la lanterne et l'artefact boussole pour ouvrir la voie, ce qui lui facilite grandement la tâche. Elle dit au groupe qu'il n'y a pas de monstres en vue et que la boussole du vent souffle dans cette direction. Alors elle met une cape d'invisibilité et court devant pour aller vérifier. Pendant que Nain est parti, Silk demande à Hugh comment il se sent à l'idée d'explorer enfin le donjon achromatique, mais pour être honnête, il n'est pas aussi enthousiaste qu'il le pensait. Cependant, la mission ne fait que commencer, et Marina est sûre que ce sera plus amusant plus tard. Silk, quant à elle, se dit très enthousiaste à l'idée d'être ici. Au départ, elle est devenue aventurière uniquement pour l'argent, mais après avoir entendu Hugh parler de son rêve, elle a été fascinée par l'idée de partir à l'aventure pour réaliser un rêve. Un peu plus tard, Nain revient et dit qu'elle a confirmé l'itinéraire à suivre. Mais cet endroit est vraiment bizarre. L'itinéraire dont parlait Nain est une porte flottant au milieu d'une forêt. Hugh et les autres l'empruntent et s'enfoncent dans le donjon. Pendant qu'ils marchent, Hugh mentionne qu'il a entendu dire que Thunder Pike est entré dans le donjon il y a 2 semaines et qu'ils sont actuellement sur la Hafour, donc il n'y a pas beaucoup de chances qu'ils se rencontrent pour l'instant. Hugh rappelle aux filles que leur objectif est juste de découvrir s'il y a quelque chose d'étrange dans le donjon, pas de le nettoyer, donc il serait préférable d'éviter tous les combats si possible. Cependant, elles se retrouvent bientôt bloquées par un étrange monstre poisson, et il n'y a aucun moyen de le contourner. Alors il semble qu'elles vont devoir se battre après tout. Hugh n'a jamais rien vu de semblable à cette créature. Il ne prend donc aucun risque et commence à élaborer une stratégie d'attaque. Il demande à Rain de préparer un sort de feu compact et à Silk de tirer ses flèches sur la tête du monstre. Quant à Marina, il lui demande d'utiliser ceci. Elle attaque normalement avec une épée, mais Hugh veut en finir avec le monstre le plus rapidement possible. Alors l'arbalète est la meilleure option. Marina est un peu déçue car elle espérait utiliser son épée après avoir obtenu un nouveau poste de samouraï. Mais une arbalète, c'est cool aussi. Maintenant que tout le monde a compris le plan, Hugh se lance à fond et commence à lancer son sort de missile prismatique. Au moment où le monstre commence à charger, il lui tire dessus, suivi d'un carreau d'arbalète de Marina, ce qui fait un trou dans sa poitrine. Ren lance alors son sort de flamme directement dans le trou de la poitrine du monstre, le brûlant de l'intérieur, et Silk l'achève avec quelques flèches dans la tête. Nina est stupéfaite de la rapidité avec laquelle ils ont réussi à abattre le monstre. Maintenant qu'il a été vaincu, l'équipe peut se rendre à la salle sécurisée. Une fois arrivé dans la pièce sécurisée, Hugh dit qu'il devrait faire une pause et coupe le courant. Il demande à chacun de signaler ses pertes, mais à part les flèches utilisées pour combattre le monstre requin, tout le monde est encore équipé. Hugh est heureux d'apprendre que tout le monde est en bonne santé. Il ne reste donc plus qu'une chose à régler. Le coffre au trésor. Il est évident qu'ils vont l'ouvrir, mais Hugh se demande s'ils doivent le faire couler ou non. Silk fait remarquer que si ce coffre contient un butin de grande valeur, les gens pourraient être contrariés par le fait qu'un groupe de rang C comme le leur l'obtienne. Elle a raison. Alors Hugh dit qu'il devrait ouvrir le coffre hors caméra et donne le feu vert pour crocheter la serrure. Elle suit les instructions et, en crochetant la serrure, elle découvre qu'un piège y est intégré. Cependant, ce n'est pas un problème, car elle est suffisamment habile pour l'éviter. Nan finit par ouvrir le coffre et tout le monde est émerveillé en voyant qu'il est rempli de magnifiques pierres précieuses. Hugh demande alors à Silk de garder les bijoux et l'or pour le moment. Elle commence à les ranger dans son sac magique et, une fois qu'elle a terminé, Hugh jette un œil à l'intérieur pour voir s'il y a des artefacts. Aucune idée de pourquoi certains bijoux ont été laissés dans le coffre, mais Hugh trouve un anneau magique qui semble très prometteur, ainsi qu'un objet mystérieux appelé Cute.
Il est un peu perplexe, car son évaluation ne lui donne aucune information sur l'artefact, mais c'est parce que celui-ci ne possède encore aucun attribut. Cela semble intriguant, alors Hugh prévoit d'en informer Benwood avant d'essayer de l'utiliser. Quant à l'anneau, il pense qu'il serait parfait pour Rain, car il aide son porteur à rester calme. Et il fonctionne déjà, car elle ne panique que légèrement lorsque Hugh se met à genoux et glisse la bague à son doigt. Ils poursuivent leur exploration du donjon, et avant longtemps, Nin parvient à localiser l'escalier menant au 2e étage. Hugh lui dit qu'elle fait du très bon travail en tant qu'éclaireuse, mais Nin lui répond que c'est grâce à l'artefact boussole du vent qu'il lui a prêté. Cet artefact lui permet de trouver l'escalier en suivant les courants d'air dans le donjon. Hugh est un peu surpris, car il pensait que tout le monde utilisait des artefacts similaires pour explorer le donjon, mais il en possède tellement que cela lui semble normal. Une fois arrivé dans la salle de sécurité du 2e étage, Hugh demande à tout le monde de mentionner toutes les choses étranges qu'ils ont remarquées jusqu'à présent. Sylt souligne que le décor semble avoir changé à certains endroits. Puis il y a cette chose avec une tête de requin. Mais le plus intriguant reste le fait qu'ils ont trouvé un coffre au trésor dans la salle de sécurité du 1er étage. Cela n'a aucun sens pour lui, car les coffres au trésor se trouvent généralement uniquement aux étages plus profonds, et la valeur des objets qu'ils contiennent est directement proportionnelle au danger de l'étage. Donc, le fait qu'ils aient trouvé toutes ces pierres précieuses ainsi que 2 artefacts précieux ne colle pas. Tout cela est largement suffisant pour éveiller les soupçons, et par mesure de précaution, ils ne devraient probablement pas prendre le risque d'aller trop loin pour l'instant. Hugh suggère donc de faire demi-tour pour aujourd'hui. Cette mission a été un grand succès, car ils ont pu mener une enquête approfondie, trouver des artefacts intéressants et n'ont subi aucune perte. Malheureusement, la bonne humeur de Hugh est gâchée lorsqu'il tombe sur Thunderpike. Ouais, il espérait vraiment ne plus jamais avoir à voir leur visage. Et il est clair qu'ils n'ont pas changé d'un poil, car Simo, Barry et Camilla commencent immédiatement à le réprimander pour son ingratitude, tandis que Jamie reste en retrait, essayant de ne pas se mêler aux caprices de ses coéquipiers. Simo s'approche alors de Hugh et lui dit que, puisque Clover est là, il va être sympa et former une alliance avec eux. Il exige donc que Hugh lui remette toutes les données et les butins précieux qu'il a obtenus lors de son expédition. Hugh n'en revient pas de l'audace de Simo à penser qu'il accepterait une telle chose, mais Barry, avec un sourire suffisant, lui rappelle que son groupe est de rang C. Il est donc naturel pour eux de s'associer à un groupe de rang A, et Hugh devrait être reconnaissant qu'il lui offre même cette opportunité. Le live stream est toujours en cours, donc tous les spectateurs de Hugh voient son altercation avec Simo, et ils sentent déjà que quelque chose d'intéressant va se produire. Simo continue à débiter ses absurdités et exige même que Hugh lui laisse tout le crédit pour les informations qu'il a recueillies. Hugh en a assez d'écouter les idioties de Simo, mais avant même qu'il puisse répondre, Silk le devance. Silk traite Simo de s'en gêne pour essayer de profiter des autres, mais Simo, Barry et Camilla sont discriminatoires envers les elfes noirs. Ils l'appellent une adepte impure du dieu des ténèbres et disent qu'une sauvage comme elle n'a aucun droit de parler en leur présence. C'en est trop pour Hugh. Ils peuvent lui manquer de respect autant qu'ils veulent, mais s'ils osent insulter sa précieuse famille, alors quelqu'un va mourir aujourd'hui. Simo tente de minimiser son racisme flagrant ainsi que celui de ses coéquipiers, mais Hugh est on ne peut plus sérieux dans sa menace. Il leur dit qu'il préférerait mourir plutôt que de retravailler avec eux un jour. Il ne veut pas passer une seconde de plus près de Simo, alors il dit aux membres de Clover qu'ils partent, puis se retourne et s'éloigne, laissant les 3 narcissiques furieux, tandis que Jamie semble vraiment mal à l'aise. Et n'oublions pas que tout cela a été filmé en direct sur le live stream de Hugh, donc un grand nombre de personnes viennent de voir Thunderpike afficher ouvertement son racisme. Ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'il ne soit annulé. 2 jours plus tard, Thunderpike est convoqué à une réunion avec Benwood. Celui-ci leur annonce que plusieurs plaintes ont été déposées contre eux ces derniers jours. L'une vient de leur sponsor,
qui accusent Thunderpike de détourner les fonds qui leur ont été alloués pour la mission. 2 autres sont des plaintes pour discrimination raciale, déposées par le Conseil des Elfes et Wellmilia, après leurs insultes publiques envers Silk. Enfin, une dernière plainte provient du siège de la Guilde. Benwood demande à Simone s'il a quelque chose à dire pour sa défense, mais malheureusement, le bon sens était en quantité limitée à sa naissance. Il affirme donc qu'il n'a rien fait de mal. Selon lui, c'est Clover qui est en tort pour avoir laissé leur elfe sauvage et impur lui parler de cette façon. Mais avant même qu'il ne termine sa phrase, Simone reçoit un coup de poing bien mérité en plein visage. Benwood est furieux face à l'absence totale de remords de Simone, mais ce dernier ne comprend pas pourquoi Benwood fait toute une histoire pour une seule elfe sauvage. Benwood lance un poignard juste à côté du visage de Simone pour le faire taire, et puisqu'il est visiblement trop ignorant pour comprendre la situation par lui-même, Benwood lui explique clairement les choses. Un groupe d'aventuriers de rang A, reconnu par le royaume de Wellmilie, vient d'être surpris en train de tenir des propos ouvertement racistes envers une elfe noire, ce qui a terni la dignité du royaume. Simone pense que Benwood réagit de manière excessive pour une simple dispute entre aventuriers, mais Benwood l'attrape par le cou et lui dit que sa petite dispute risque d'endommager les relations du royaume avec les elfes. Voici donc ce qui va se passer. Benwood exige que Simone et les autres fassent immédiatement une vidéo d'excuses en direct. Et il ferait mieux de se préparer à perdre sa licence d'aventurier, voire même à être exilé du royaume. Simone commence à comprendre à quel point la situation est grave, alors il tente de négocier en disant qu'il n'y aura plus personne pour terminer l'enquête sur le donjon achromatique si Benwood les exile. Mais Benwood lui répond qu'il s'en sortira très bien sans eux. Contrairement à Thunderpike, Clover a prouvé qu'ils étaient capables de se débrouiller et de travailler ensemble dans des situations dangereuses. De plus, pendant leur mission, ils ont été provisoirement promus au rang A. Simone reste sans voix en réalisant que Clover est désormais de rang A. Benwood ne veut pas perdre plus de temps à discuter avec Simone. Alors il lui ordonne de sortir de son bureau et de commencer immédiatement à travailler sur son stream d'excuses. Simone n'arrive pas à croire que tout cela lui arrive, et il n'a absolument pas l'intention de s'excuser, car il ne pense pas avoir fait quoi que ce soit de mal. Au lieu de cela, il rejette toute la faute sur Yuki, convaincu que tout cela est arrivé à cause de son stream, et il veut se venger. À ce moment-là, une voix l'interpelle depuis un coin de la pièce. Quelqu'un lui dit qu'il a un plan pour l'aider à retrouver sa place au sommet, tout en se vengeant de Hugh et de Clover. Simone semble intéressée par ce qu'il a à dire.